Bonjour à tous, chers confrères, chers amis, nos amis journalistes. Donc, je remercie d'être aussi nombreux donc, à cette réunion qui se déroulera en deux parties. La première partie sera ouverte, donc sera consacrée à la lutte antiracisme et par rapport au partenariat renforcé donc, entre l'ADOC et la GCF. Donc, rapidement, l'ADOC, pour les nouveaux confrères qui nous rejoignent, je demanderai d'accueillir donc Jean-Hongrois et Constantin, qui va rejoindre notre association aujourd'hui. Et Claire, je ne sais pas qui c'est, Claire Saune, qui, je ne sais pas si elle s'est connectée ou pas. Donc, on a trois nouveaux confrères qui nous rejoignent aujourd'hui. Donc, c'est avec un grand plaisir que je les accueille aujourd'hui. J'ai aussi le plaisir d'avoir les anciens présidents, donc les Chinlan et Lignasson, que je remercie, et notre confrère Shang Liu, qui est un spécialiste du droit chinois, et Olivier Wang, bien sûr, que tout le monde connaît, et Tianling, qui était secrétaire et qui, je pense, restera secrétaire de l'association, et à nos amis donc, de lutte contre l'antiracisme. Donc, je vais, sans tarder et sans monopoliser plus la parole, laisser la parole à donc, Laetitia Chive, qui est présidente de la GCF et qui a beaucoup œuvré ces dernières années dans la lutte contre le racisme anti-asiatique, donc un historique assez rempli et je crois des actions à venir qui seront importantes, notamment la création d'une plateforme de lutte contre le racisme et la reconnaissance qu'a eu l'association par rapport au pouvoir public. Donc, je laisse la parole à Laetitia Chive. Bonjour à tous, enchantée, même à distance. Donc, et merci Cinq pour cette alors le haut-parleur. Et donc, merci à Cinq et merci aux membres de l'ADOC pour cette invitation. Donc, si l'on doit, excusez-nous, on est encore en train de s'installer. Donc, si l'on doit, je vais essayer d'être assez synthétique. Hein, si on doit parler donc des actions de la JCF en ce qui concerne la lutte contre les discriminations et contre le racisme et contre les problèmes d'insécurité, je pense que vous êtes déjà tous assez au courant de ce qui s'est produit ces dernières années. Ensuite, si je dois donc plus précisément parler du rôle de la GCF là-dedans, le rôle de la GCF, c'est déjà d'être présente depuis plus de 10 ans maintenant, donc depuis un peu plus de 11 ans. La GCF a été créée en 2009 et c'est vrai que la GCF est née de toute façon dans ce contexte, hein, il faut le dire, de problèmes d'insécurité et de toutes sortes de stigmatisation à l'encontre de la communauté chinoise. Donc, c'était une époque où effectivement il y avait ces vagues d'agressions à Belleville notamment, et également dans plusieurs communes du 93. Donc, la JCF, comme la deuxième lettre de l'acronyme l'indique, c'est une association de jeunes. Et donc, ce qui a été particulier, c'est que cette association donc, a mobilisé un certain nombre de jeunes d'origine chinoise pour la plupart, donc des Français d'origine chinoise, qui étaient soit nés ici, donc des Chinois de deuxième génération, ou alors des Chinois de génération 1,5, comme on dit, qui sont arrivés ici lors de leur jeune âge. Donc, pourquoi est-ce que je précise ça? Parce que cela donne une certaine coloration particulière à l'identité de la GCF, dans le sens où les membres de notre association ayant grandi et ayant été éduqués à l'école républicaine, connaissent évidemment dès le plus jeune âge leurs droits. Et c'est sans doute connaissent leurs droits et n'ont donc pas un certain sentiment d'illégitimité
qu'on peut avoir effectivement quand on a migré, et ça c'est valable absolument pour tout le monde, hein, chinois ou non, quand on a migré dans un pays à l'âge adulte. Donc n'ayant pas ce problème, il a été sans doute naturel, hein, pour les premiers fondateurs de la JCF, dont je ne fais pas partie, de vouloir défendre leurs droits pour avoir exactement les mêmes droits que n'importe quel autre Français. Donc, quelle que soit son origine ethnique, sa religion, etc. Et donc, j'ai parlé de ce contexte d'insécurité, etc. La JCF a beaucoup, comment dire, a un peu tenu le même discours, en fait, hein, pendant des années. Vous le savez, je pense que beaucoup d'entre vous le savent, mais malheureusement, il faut toujours qu'il y ait des éléments déclencheurs pour que les choses commencent à bouger. Et l'événement déclencheur, hein, de ce point de vue-là, a sans doute été la mort tragique de Tang Haolin, donc de suite de son agression en 2005. Donc c'est à partir de ce moment-là que une partie, du moins, des pouvoirs publics, que d'autres, on va dire, des personnes même, hein, des personnes de la société civile, si j'ose dire, ont commencé à se rendre compte que peut-être que tout ce qui est dénoncé, ces histoires de violence, etc., ce n'est peut-être pas des bêtises, on va dire, ça a une réalité. Et donc, à ce moment-là, en 2016, il y a eu, donc, comme vous le savez tous, de grandes manifestations auxquelles la JCF a participé. Et ça a aussi été il y a eu les médias se sont donc intéressés à cette affaire qui était proprement tragique, et ils se sont intéressés. Ils ont commencé du moins à s'intéresser aux problématiques asiatiques, donc ça a marqué un pas. Ça a marqué un pas dans la lutte contre le racisme et les problèmes d'insécurité. Ensuite, je vais faire court. On peut dire qu'il y a eu cet événement ponctuel, mais malheureusement, c'est comme toutes sortes de choses, ça va et ça vient. Il y a sans doute eu une certaine, étant donné que d'autres événements similaires ne se sont pas produits, ça a sans doute un peu déconcentré les esprits de ces questions, tandis que la JCF, bien entendu, est restée complètement mobilisée là-dessus. Mais donc, si je dois un peu continuer ce récit, il y a eu d'autres événements comme l'assassinat, vous le savez, de Liu Xiaoyao à Paris 19e, donc des suites d'une intervention policière, des policiers de la BAC. Donc, il y a eu des affaires comme ça de manière ponctuelle où nous avons continué à nous mobiliser, et surtout, en fait, le rôle de la JCF, et là je reviens sur ce que je disais par rapport à le fait que nous soyons pour beaucoup de deuxième génération, c'est que nous voulons être des représentants, des intermédiaires entre la communauté et les pouvoirs publics. Et de ce point de vue-là, bon, je pense que ça a été un travail de plusieurs années, un travail sur le long terme. Et à l'heure d'aujourd'hui, on est des partenaires, on va dire, on est considérés comme des représentants, on est des partenaires privilégiés d'institutions comme la DICRA, comme le Défenseur des droits également. On a aussi des contacts directs avec plusieurs mairies, donc notamment les mairies où il y a de fortes communautés asiatiques, que ce soit comme la mairie du 13e, par exemple. On a aussi des rapports plus ou moins directs avec plusieurs commissariats où vivent de communes, où vivent de fortes communautés, de nombreuses communautés asiatiques. Ensuite, on a encore des contacts avec le ministère de l'Éducation. On vient de nouer récemment des liens avec Madame la ministre Moreno, donc la ministre déléguée, pardon, j'ai oublié son titre en entier, mais ministre chargée de l'égalité, de la diversité, etc. Donc voilà maintenant à peu près, on va dire, les interlocuteurs que nous avons donc pour continuer à tenir, j'ai envie de dire, le même discours, mais certainement aujourd'hui de manière, comment dire, plus intense, parce que le contexte nous l'oblige, parce que la conjoncture actuelle nous l'oblige. On est dans un contexte où la communauté chinoise et au-delà la communauté asiatique, hein, bien entendu, et je pense que beaucoup partagent mon avis, et sous tension. On a beaucoup de témoignages
de personnes qui sont assez inquiètes par rapport au fait que les agressions contre les personnes d'origine asiatique ou alors toutes sortes de propos discriminatoires, racistes, etc., ne semblent pas tarir, et au contraire semblent même s'accentuer en raison, comme vous le savez, en raison ou plutôt sous prétexte de l'épidémie de la Covid, pour laquelle la Chine est tenue responsable par la majorité, si ce n'est tous les pays occidentaux. Donc on est dans ce contexte-là, et j'ai envie de dire politique, voire géopolitique, et je pense que ceci doit nous conduire à être d'autant plus solidaires, d'autant plus vigilants. Donc vraiment là, j'ai l'impression qu'on est de plus en plus d'acteurs à vouloir s'engager sur ces questions, et j'espère qu'on le sera plus encore. Ensuite, je vais bientôt finir et peut-être passer la parole, excusez-moi pour la longueur. Donc, tout ça pour rentrer un peu plus dans le concret, parce que nous, on est des représentants, enfin, moi, je suis représentante associative, donc je travaille beaucoup sur le terrain. Du point de vue de on va dire, de l'ensemble de la société civile d'origine asiatique, on a souvent, malheureusement, donc plusieurs obstacles qui nous empêchent, d'agir efficacement. Et souvent, le premier obstacle, c'est qu'on remarque une certaine, un certain manque de confiance, voire une certaine passivité de la part de personnes qui sont victimes, de propos, d'actes racistes, discriminatoires, d'agressions, etc. Et pourquoi je dis manque de confiance? Parce que ces personnes manquent de confiance en la justice et ne sont pas, pensent que tout simplement ça ne sert à rien. Donc je ne vais pas vous faire un dessin, vous êtes avocat pour la plupart, vous savez bien de quoi je parle. Et en fait, donc là, si je dois vraiment choisir un exemple récent, deux exemples en fait, mais le premier vaut la peine d'être évoqué rapidement, pour justement qui nous sert à illustrer toute l'importance de réagir, d'agir et de réagir, de dénoncer ce qui ne va pas. C'est le premier exemple, donc le procès qui a eu lieu en 2020 et qui a mis en cause donc, et condamné pour le coup 4 prévenus, 3 majeurs et 1 mineur, qui ont été donc reconnus coupables d'agression entre février et mai 2019 à l'encontre officiellement de près d'une trentaine de personnes, mais d'après les enquêteurs, certainement plus d'une centaine, donc d'une trentaine de victimes, dont la très grande majorité étaient des femmes d'origine asiatique. Donc la JCF, avec le comité sécurité pour tous, a travaillé de très près sur cette affaire. Maître Lam, ici présent, a représenté les victimes qui avaient accepté de se porter partie civile. Et pour le coup, ce procès a été, en quelque sorte, nous sert d'exemple sur le fait que lorsqu'on est victime d'agression violente avec un caractère raciste, je le répète, le caractère raciste a été retenu lors de ce procès, et c'est quand même quelque chose d'extrêmement important, ça marche. Donc voilà, ça a un peu été un exemple que nous avons désormais, donc pour convaincre, parce que malheureusement ça risque encore de se reproduire, mais nous avons cet exemple qui permettra à l'avenir de convaincre les victimes, de porter plainte, et deuxièmement, d'aller jusqu'au tribunal pour se faire représenter, pour faire valoir leur droit. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ce... D'accord. Tu compléteras s'il le faut sur ce procès. Donc, on va ensuite en venir au procès dans 4 jours, du 24 mars. Donc, concrètement, qu'est-ce que la JCF prévoit? Je reviens un peu sur les problématiques de la JCF. Qu'est-ce que la JCF prévoit donc pour le futur?
Donc évidemment, il s'agit de continuer à tisser ces liens avec les pouvoirs publics, avec les institutions. Et donc l'un des projets, je veux dire l'un des projets vraiment les plus importants que nous avons, là, est celui de la mise en place, donc de la construction d'une plateforme antidiscrimination. Donc, vous le savez déjà, une plateforme antidiscrimination a été mise en place le 12 février dernier par le gouvernement. Donc, cette plateforme est prise en charge par le défenseur des droits. La JCF est d'ailleurs citée sur le site. Hein, donc, il s'agit de l'association vers laquelle les victimes de discrimination d'origine asiatique seront renvoyées. Mais de l'autre côté, étant donné que nous connaissons mieux que quiconque, nous tous, les problématiques propres aux populations asiatiques, nous avons décidé donc de construire une plateforme anti-discrimination qui sera, dans un premier temps du moins, exclusivement dédiée aux personnes d'origine asiatique. Donc, à quoi servira cette plateforme? Il y aura donc quelque chose d'assez classique, hein, comme un chatbot qui permettra de rediriger les personnes en fonction des problèmes qu'elles ont rencontrés. Il s'agira évidemment de construire une plateforme où les contenus seront traduits en plusieurs langues, donc une plateforme multilingue donc il y aura une section en chinois évidemment, mais les autres langues d'Asie seront également présentées, hein, parce qu'on sait qu'au-delà des Chinois, c'est toutes les populations d'origine asiatique qui sont touchées à peu près de la même manière. Et ensuite, un autre point important pour cette plateforme, donc, où un tas de documentation sera disponible en plusieurs langues, nous mettrons également en place un annuaire, donc un annuaire des professionnels, donc que ce soit des avocats, des juristes, des médecins, des psychologues, qui se porteront volontaires pour aider ces victimes. Et donc, évidemment, le critère, entre guillemets, pour figurer cet annuaire sera dans l'idéal, de maîtriser au moins une langue asiatique. Donc voilà, tout ceci, la mise en place de cette plateforme vise à briser donc tous ces obstacles qui empêchent les victimes d'agir. Donc les obstacles d'ordre culturel, d'ordre linguistique, d'ordre du manque d'information. Hein, c'est le fameux problème de l'accès au droit, dont on parle bien souvent, mais qu'on ne règle pas tellement. Donc cette plateforme dont je parle donc, devrait ouvrir dans l'année 2020. Au cours de l'année 2020. Donc, le projet a déjà commencé. Comment 2021 ? Ah oui, on est en 2021, donc effectivement, merci Jacques. Donc, là, je suis encore à l'année dernière. Donc, la plateforme va ouvrir en 2021. Donc, voici pour, donc, je pense, pour la principale information sur les actions à venir. Et ensuite, évidemment, un autre projet, hein, une autre idée voilà, qui devrait, comment dire, être la suite logique hein, de toutes ces années de travail auxquelles nous avons tous collaboré. Ce serait évidemment la formation, la création d'une entité représentative des intérêts et des problématiques asiatiques. Donc, une espèce de supra-entité, si vous voulais, hein, qui permettrait de tous nous fédérer pour agir de manière encore plus efficace. J'en ai fini avec la partie AJCF, donc on va peut-être aller sur le procès du 24. Tu veux commencer? D'accord. Je me dis que les gens vont peut-être marre de m'entendre. Okay. Non, ça va, si à moi, non. Ok. D'accord. Donc, je continue et je vais terminer ma partie du moins avec ce procès. Donc, ce procès de mercredi prochain, donc le 24 mars, au tribunal judiciaire de Paris. Donc, à l'origine, je fais un bref rappel hein, des faits. Donc, à l'origine, il faut retourner donc, au 28 octobre dernier, 2020, et l'annonce, donc, ce soir-là, du second confinement par le président Emmanuel Macron.
Et donc, son allocution s'est terminée aux alentours de 20h30. Et en fait, dans les minutes qui ont suivi, donc l'annonce de ce nouveau confinement que tout le monde redoutait, il y a eu une flambée de propos extrêmement violents qui sont apparus sur Twitter. Une flambée de propos extrêmement violents, donc bien au-delà d'insultes, entre guillemets de simples insultes, il s'agissait là d'appels à la violence, d'appels à la ratonnade. Donc des choses qui sont complètement, qui ne se sont jamais vues en réalité dans l'histoire de la France, dans l'histoire des communautés minoritaires, de l'histoire française sur ces dizaines dernières années. Donc on parle souvent de la banalisation du racisme contre les anti-asiatiques. Donc là, évidemment, c'était un parfait exemple. Parce que ce qu'on ne se permettrait pas peut-être de dire à l'encontre d'autres personnes, il s'avère que on a moins de complexe à le faire avec des personnes d'origine asiatique. Donc, nous avons vu, donc nous avons été extrêmement effrayés, évidemment, en voyant ces propos qui appelaient à agresser chaque Chinois, etc., etc. Nous avons été d'autant plus alarmés par le fait que ces propos émanaient de nombreuses personnes et que de nombreuses personnes donc retweetaient ces tweets haineux, les commentaient pour en rajouter une couche, entre guillemets. Donc, ça nous a clairement donné l'alerte. Et en plus, je rappelle qu'on s'est situé dans un contexte où le drame de l'assassinat de Samuel Paty avait lieu quelques temps auparavant. Donc, en dehors de ça, donc, ça faisait 1 an que l'on dénonçait la stigmatisation des Asiatiques en France, pour ce qui nous concerne, mais ailleurs, évidemment. Donc, ce que nous avons fait ce soir-là, nous avons décidé de mener une action immédiate. Donc, nous sommes consultés donc, entre la JCF, le Comité de sécurité pour tous, le CAC, pardon, CAC 93, donc notamment représenté par Angelina Caille, Maître Lame, qui est le conseiller juridique de la JCF. Et nous avons donc décidé de lancer une alerte générale sur les réseaux sociaux, donc pour dénoncer ces propos. Donc ceci, d'un point de vue, on va dire, de la communication, a bien fonctionné. Beaucoup de gens ont immédiatement réagi, beaucoup de personnes nous ont soutenus, ce qui nous a quand même fait du bien, il faut l'avouer. Ensuite, nous avons été, dès les jours qui ont suivi, contactés donc, par les pouvoirs publics. Nous avons eu du côté de la JCF un appel donc, de la part du cabinet de Madame Moreno. Et en réalité, ce que nous avons décidé de faire, nous nous sommes dit que bon, communiquer et dénoncer sur les réseaux sociaux et avoir beaucoup de likes, de solidarité, c'est très bien, mais il faut également des actions encore plus concrètes. Donc, ce que nous avons décidé de faire, c'est de nous mobiliser pour porter plainte. Donc, nous avons, Maître Lame nous a rédigé un modèle de plainte, donc un modèle de plainte donc, qui était, j'ai envie de dire, prête à remplir, prête à signer, que nous avons massivement diffusé sur les réseaux sociaux. Et donc, nous avons appelé chaque personne, chaque particulier qui s'était senti visé, qui avait peur et qui surtout se sentait victime de ces propos, de porter plainte, donc d'agir collectivement, mais donc en envoyant une plainte individuelle. Donc, nous avons mené cette action. Pour être très honnête avec vous, du côté de la JCF, du moins je n'ose pas engager les autres, nous ne pensions pas que ça allait aboutir à quelque chose. Nous nous disions, bon, comme d'habitude, on va faire quelques interviews dans les médias,
pour dire que c'est pas bien, etc. Mais est-ce que les pouvoirs publics vont agir? Ça, nous n'avions pas tellement confiance là-dessus. Or, coup de théâtre, entre guillemets, nous sommes en mars, donc si je ne me trompe pas, ça doit être en février, nous avons appris la nouvelle donc que 9 personnes, pardon, dont 5 majeurs et 4 mineurs, avaient été interpellées, dont plusieurs à leur domicile, et que toutes ces personnes allaient être jugées. Et donc, ceci est le résultat d'une enquête qui a été menée par, je ne sais plus le nom de la brigade, pardonnez-moi, la brigade de HBR, je ne m'en sors pas avec les acronymes. Bref, c'est pas important. La brigade judiciaire de Paris, voilà, tout simplement, la brigade judiciaire de Paris. Et donc, ces personnes allaient être jugées et que, qui plus est, cette affaire donc de haine en ligne, de haine et d'appel à la violence en ligne, allait être l'affaire inaugurale du pôle national de lutte contre la haine en ligne qui a été tout récemment inauguré en janvier 2021, si je me rappelle bien. Donc, évidemment, cette nouvelle a été extrêmement bien saluée. Nous n'y attendions pas pour la plupart d'entre nous. Et ceci, encore une fois, donc comme le procès des agresseurs du 94 dont j'ai parlé tout à l'heure, nous montre que la mobilisation paye, que l'action n'est pas forcément, l'action peut avoir des résultats. Donc nous attendons, évidemment, nous attendons beaucoup de ce procès. Pour la première fois, plusieurs associations de la communauté asiatique, dont la JCF, dont CAC 93, vont être représentées vont se constituer partie civile. Donc aux côtés des grandes associations de lutte contre le racisme telles que SOS Racisme, la LICRA, le MRAP, la Ligue des droits de l'homme notamment, et Vigilance. Donc là, il s'agit quand même d'une avancée historique, pour la communauté chinoise et pour la communauté asiatique de manière plus générale. Je pense que j'ai à peu près dit ce que je voulais dire. Et je vais éviter de prendre le temps. Merci Laetitia pour ce résumé extrêmement clair par rapport à l'historique de la GCF et aux actions futures. Avant que je rentre plus dans le détail, nous avons aujourd'hui la chance d'avoir Liu Wang, qui était l'un des premiers acteurs de la lutte anti-racisme, puisque tu as été en première ligne, je crois, à l'époque, dans l'affaire de M. Zhang, en tant que porte-parole. Donc, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui, d'après toi, est différent en 2016 et aujourd'hui? Voilà, est-ce que tu as des suggestions pour améliorer notre combat? Comment tu vois les choses aujourd'hui? Tu viens? Bonjour à tous. C'est-à-dire ce que ça fait plaisir, ce que je vois des têtes, que je n'ai pas vues depuis très très longtemps, c'est très plaisir. Merci Soc, merci Laetitia pour cette présentation. Je suis très heureux en fait que la JCF ait autant travaillé depuis ces quelques années. Bravo, je sais tous les efforts et tout le temps que vous avez consacré pour cela. Je sais aussi que nombreux ont été les personnes qui ont pu bénéficier en fait de ce travail-là. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui moi, me rend fier, parce que j'étais aussi parmi les fondateurs de l'association. Donc, c'est vraiment un truc qui me rend super fier. Voilà, je suis très, très content de vous. Merci. Les choses ont beaucoup changé, je trouve, parce qu'en fait, on est beaucoup plus imprégné par cette volonté d'agir pour les autres. Avant, je pense que, on se, je sais pas si c'était c'est bon terme, on se rabaissait un peu plus peut-être avant. Aujourd'hui, en fait, on ouvre plus la gueule, c'est bien. C'est vraiment une chose très bien parce que on ose parler, on ose dire ce que vous faites
ici contre nous, c'est pas bien. Voilà. Alors qu'à l'époque, c'est pas ça. Donc, je sais que lorsque il y a 11, 12 ans de ça, en fait, on allait manifester dans la rue, c'était vraiment quelque chose de très, très inédit, en fait, même dans le monde, en fait, pour que la diaspora chinoise aille dans la rue, crier leur souffrance, c'était vraiment un truc inédit. Et là, aujourd'hui, non, parce qu'on fait ça souvent, enfin, voilà, on parle beaucoup, tout ce que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les médias, et c'est un travail, je pense, qu'il faut encore poursuivre. L'application que Laetitia vient de mentionner, je pense que c'est vraiment une chose excellente, une très bonne idée. En plus, si elle est ouverte à plusieurs pays de l'Asie, en plusieurs langues, après, est-ce que c'est sur différents, enfin, j'imagine que c'est sur le chat, sur Internet, enfin, l'explication. Ouais, donc c'est encore mieux, je pense, parce que tout le monde va pouvoir accéder à cela. Et je pense que en tant que membre aussi de l'ADOC, je pense que nous, avocats aussi, on doit encore soutenir davantage cette initiative, et l'initiative en fait des travail commun de tous, avec Jacques et ensuite avec tous ceux là aujourd'hui présents pour mieux défendre les personnes plus vulnérables et les personnes victimes, que ce soit de racisme, de discrimination ou de violence. Voilà. Juste ces quelques mots, merci. Merci Olivier pour cette intervention. Donc, je voudrais revenir vers, je dirais, le terrain judiciaire et ce qui s'est passé donc dans le procès de Créteil, puis à la Cour d'appel de Paris. Puis après, je reviendrai sur le procès qui va se tenir le 24 mars, donc contre les auteurs de ces appels à la haine envers les Asiatiques. Donc, lorsque donc l'association des jeunes Chinois de France, la JCF, m'a demandé, je dirais, de prendre en charge ce dossier des victimes donc de femmes asiatiques qui ont été agressées du fait qu'elles étaient asiatiques et parce qu'elles étaient vulnérables. Je vais vous livrer mon sentiment de l'époque. J'étais entre hésitation et enthousiasme. Hésitation, pourquoi ? Parce qu'en tant que praticien, j'avais constaté, je dirais malheureusement, un traitement différencié par rapport aux autres communautés. J'avais remarqué que d'autres communautés que je ne citerai pas, et donc j'ai beaucoup d'amis, je dirais que c'était pratiquement systématique. Lorsqu'on agressait un juif, le caractère raciste, je dirais, de l'agression était automatiquement reconnu devant les juridictions, pris en compte par le parquet, par les policiers. Lorsqu'il s'agissait d'une victime d'origine asiatique, c'était beaucoup moins évident. Et c'est ce qui m'avait révolté. C'est pour ça que je pense que ce procès il était important parce que le caractère raciste de l'agression a été reconnu et parce qu'il y avait une réticence, je dirais, des magistrats à reconnaître ce caractère raciste. Car beaucoup de magistrats considèrent que ces agressions avaient, je dirais, pour caractéristique principale l'appât du gain. Et dès l'instant qu'il y avait l'appât du gain, eh bien, le caractère raciste était évincé. Et donc, il a fallu se battre devant les juges, devant les procureurs, pour dire que ce n'est pas vrai. Dès l'instant qu'un auteur disait bah, « j'agresse cette personne parce qu'elle est asiatique, et donc parce qu'elle est asiatique, elle doit avoir de l'argent », le caractère raciste de cette agression doit être systématiquement reconnu aujourd'hui devant les juridictions françaises. Il y avait donc cette première difficulté. Deuxième difficulté, c'était le quantum des peines, parce que c'était aussi important, c'était peut-être pour la première fois, peut-être la deuxième fois, que les associations de lutte contre le racisme non asiatique ont rejoint la cause, donc SOS Saint-Christ, la RAP, l'ICRA, et toutes ces associations nous ont appuyés. Et lorsque je me suis entretenu avec les confrères qui représentaient ces associations, sans trahir, je dirais, ce qu'on s'est dit à l'époque, c'était on était sur des peines de 3 ans, peut-être avec sursis.
Et ce qu'on a eu à Créteil, puis à la Cour d'appel, puisque les peines ont été alourdies d'1 an, on est sur des peines beaucoup plus importantes, donc 5 ans, 6 ans, ferme. Donc, je pense que c'est un signal fort aujourd'hui qui est donné, je dirais, aux personnes qui seraient tentées d'agresser les personnes du fait de leur origine et en particulier du fait de leur origine asiatique. Donc, c'est un combat qu'on a mené difficilement avec l'aide de la JCL, puisqu'il a fallu motiver les victimes. Je sais que ce n'est pas facile. D'où l'utilité de cette plateforme qui verra le jour, j'espère, le plus rapidement possible. Donc, après le 24 mars, s'ouvrira le procès de 5 des personnes qui ont appelé, je dirais, très vite à agresser les Asiatiques. Donc là, on est plus à un stade au-dessus, puisqu'on ne parle plus de l'argent, mais d'agresser gratuitement ces personnes parce qu'elles sont d'origine asiatique. Et lorsque j'ai été alerté très tôt, donc par les membres de la GSF, la nuit du 28 octobre, sur ces tweets qui existaient, il fallait, je dirais, mettre un coup de frein rapide à cela. Je me suis posé 2 questions. Est-ce que les procureurs sont suffisamment diligents pour demander une enquête immédiatement? Ou est-ce que nous, de notre côté, le plus possible les particuliers de la difficulté? Car on avait, enfin moi, j'avais donc c'était quelque chose qui nous préoccupe et les procureurs ont pris au sérieux ces alertes et l'enquête a pu donc avancer. La plupart des auteurs ont, je dirais, été identifiés et donc probablement jugés le 24 mars. S'il n'y a pas de renvoi, le camp, même si les infractions visées, on a quand même un quantum maximum de 5 ans. C'est de faire suffisamment de temps que vous mettez un message en ligne, on ne laissera rien passer. Ah, ah oui. Est-ce que vous m'entendez mieux là ou pas? Je ne sais pas. On va essayer de respirer. C'est dommage, c'est un problème technique. Donc, Oui. Excusez-moi pour ce problème technique. Donc, je dis, l'enjeu, je dirais, du procès, je dirais, du 24 mars, c'est que nous soyons le plus nombreux, je dirais, à l'audience, ne serait-ce que pour soutenir et pour dire que c'est quelque chose qui nous vexe, je dirais, de façon particulière et qui peut être dangereuse, puisque même s'il est difficile de relier, je dirais, les agressions qui se sont produites peu de temps, je dirais, après ces messages, chaque message a une agression, on n'en demeure pas moins que parmi les associations, on a dénombré très rapidement, je dirais,
le 28 et le 29, 3 agressions donc, qui ont un lien presque direct, je dirais, avec ces messages, puisque ce sont des agressions gratuites qui ne visaient qu'à faire mal à ces gens, à ces personnes d'origine asiatique, sans, je dirais, l'élément, je dirais, lucratif qu'il y a derrière. Donc, c'est vraiment des agressions qui visent, qui n'ont lieu que parce que vous êtes, je dirais, d'origine asiatique. Donc, il y a une personne qui a eu un jour d'ITT, une femme qui a presque eu les yeux, je dirais, crevés, un autre jeune étudiant qui a été agressé alors qu'il jouait simplement au ping-pong. Donc, j'espère que ce procès donc, va faire date et que les juges vont prendre en compte la réalité, je dirais, de ce phénomène, parce que, je dirais, c'est le principe de précaution. J'ai peur, moi, personnellement, et peut-être que ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, j'espère que ça n'arrivera jamais en France. Et ce procès, je dirais, peut servir de levier, en tout cas, je l'espère. En tout cas, de notre côté, on aura tout fait pour que cela ne se produise pas en France. Voilà. Donc je m'arrêterai là. S'il y a des personnes qui souhaitent s'exprimer, donc on vous écoute. Oui, donc on vous propose de lever la main. Si vous souhaitez vous exprimer, ajouter des éléments, si vous avez des questions. Alors, je vois Sacha qui lève la main. Donc, ouais. Vas-y, on t'écoute. Bon, merci pour la réunion, c'était important. Comme vous l'avez dit, c'est une première historique hein, sur le plan juridique. Il y a un contexte également que vous avez rappelé, international, mondialisé de recrudescence de haine anti-asiatique. Donc, je crois que pour nous, l'important, on est tout petit dans ce contexte, mais on peut faire une différence. Et si on peut faire une différence, on est tous réunis parce que nous avons ce sentiment de responsabilité. Et je crois que c'est ce qu'il faut garder aussi en tête, c'est que nous devons maintenir absolument cette cohésion à chaque occasion. Il faut renforcer nos partenariats avec les médias, avec la justice, avec des alliés politiques, avec nos alliés, nos nouveaux amis et partenaires associatifs, institutionnels. Et donc, le simple message que je voulais passer, c'est que c'est de rester solidaires entre nous. On vient tous d'horizons différents, on est tous différents. C'est ce qui fait, c'est ce qui fera notre richesse si on arrive à garder un objectif commun. Et je crois que l'objectif aujourd'hui, il est d'une importance cruciale et cela peut avoir des conséquences dramatiques de par les agressions, mais je pense aussi à des conséquences sociales dans notre sentiment, dans notre bien-être quotidien, et aussi des conséquences sociétales parce que cette tendance ne semble pas vouloir s'améliorer. Donc, restons soudés et merci encore pour le travail de chacun. Voilà. Merci beaucoup, Sacha. Merci. Je pense que tout le monde ici présent est d'accord avec toi, mais tu fais bien de mettre l'accent sur le
la nécessité de la cohésion. Donc, de nous retrouver dans ce qui nous lie, ce que nous avons de commun, et pour mieux agir ensemble, et parce que tout le monde en est conscient ici, le contexte international fait que malheureusement, tous ces problèmes, toutes ces problématiques ne risquent pas de s'estomper de sitôt. Et bien au contraire, elles vont faire que s'intensifier. Donc nous sommes tous conscients de cela. Et étant conscients, donc, nous devons être d'autant plus vigilants. Est-ce qu'il y aura d'autres interventions ou des gens ici présents autour de nous de cette table? J'ai voulu... Ah oui, Angelina? Oui. Oui, j'ai voulu juste prévenir que j'ai déjà en fait réussi à obtenir l'autorisation de rassemblement pour le 24. Donc, c'est-à-dire que nous pourrons bien entendu respecter obligation de distance sanitaire. Tout le monde doit porter des masques. Donc, nous préparons aussi des gels peut-être pour et en essayant de préparer pour à toutes et tous. Donc, si, voilà, je demande quand même tout le monde puisse nous aider à rassembler les gens. J'ai demandé quand même pour entre 50 à 100 personnes ce jour-là. Donc, on a préparé aussi les banderoles. Je pense que c'est quand même quelque chose qui est assez encourageant si on puisse rassembler des gens pour venir soutenir cet acte. Voilà, merci. Oui, tu as raison. Merci Angelina, tu fais bien de mentionner tout ça. Donc, oui, il faut rassembler. Donc, tu as dit, je répète pour tout le monde, parce que c'était pas clair, si on peut rassembler entre 50 et 100 personnes, ce sera une bonne chose. Oui, en fait, voilà, normalement c'est difficile car nous sommes dans une période de confinement. Oui, mais c'est quand même, j'ai demandé quand même auprès de la police judiciaire de Paris et aussi Madame la juge, elle nous a confirmé que pour nous spécifiquement, on pourrait, mais bien entendu, respecter donc distance et voilà les sanitaires. Oui, bien sûr. D'accord, très bien. Comment? On rappelle le rendez-vous. Oui, on rappelle le rendez-vous pour tout le monde. Donc, mercredi 24 à 13h. Alors, 13h, c'est bien parce que c'est 13h30 pour l'audience. Donc, à 13h, donc, devant le tribunal de Paris, Paris 17e. Métro, porte de Clichy, accès direct, ligne 14. Donc, pas d'excuse pour ne pas y être. L'accès est facile. Et ce sera devant la 17e chambre correctionnelle. Voilà, mais rendez-vous devant le tribunal à 13h. Et si vous ne savez pas où aller, suivez les banderoles qui seront là. Merci beaucoup, Angelina. Je crois qu'on avait Sunley qui désirait intervenir. Écoute, en fait, bonjour à tous, bravo en tout cas pour votre travail. En fait, c'était juste, je voulais justement connaître la date du rassemblement, donc j'ai eu la réponse avant même qu'on m'ait donné la parole. Je profite pour avoir la parole pour tous vous féliciter pour l'excellent travail que vous avez fait, enfin, que nous avons fait. Et donc voilà, qu'on se voit le 24, mercredi à 13h, donc devant le tribunal de Paris. Et oui, pardon, excusez-moi. Et je voulais savoir comment les journalistes, est-ce que l'on va préparer quelque chose pour annoncer aux journalistes un petit discours, une déclaration, ou est-ce qu'on fait juste un rassemblement silencieux? Voilà. Statique, mais pas silencieux. Alors, je rapporte les propos de Jacques. Ouvrez les guillemets, ça tend vers un rassemblement statique, mais pas silencieux. Mais pas silencieux, mais sans postillon quand même.
Et donc, non, concernant la question des médias, oui, je pense on a encore quelques jours là pour discuter de tout ça. Mais on sait que l'AFP va suivre l'affaire, donc c'est déjà une bonne chose. Les médias chinois y sont également. Et après, on en discute plus précisément. Est-ce qu'il y aurait d'autres interventions, questions, remarques, autres? C'est bon? Moi, j'ai éteint de mon côté. Oui, donc par rapport à cette audience du 24 mars et d'une façon générale par rapport aux luttes contre le racisme, moi j'aimerais entendre les jeunes confrères, enfin ceux qui ont prêté serment récemment, donc Changrois ou Constantin, voir s'ils ont des suggestions à faire pour l'action des avocats, parce que nous sommes, l'ADOC est quand même, à mon sens, en première ligne, puisque nous sommes l'association qui regroupe les confrères d'origine chinoise et asiatique, mais ça, on fera peut-être le point tout à l'heure. Donc, est-ce que Constantin ou Changrois voulaient bien nous faire le plaisir d'intervenir par rapport à un regard, je dirais, neuf, par rapport à la lutte antiraciste envers les personnes d'origine asiatique. Je dis Changrois ou Constantin, peut-être même les deux, je ne sais pas. Donc, qui se lance? Rien. Le mien est mieux. Bonjour à tous. Donc, je me rappelle, effectivement, je rejoins l'association des avocats d'origine chinoise aujourd'hui. Et je trouve effectivement, c'est quelque chose qu'il faut appuyer. Et effectivement, en tant qu'avocat, je pense qu'être présent aussi à l'audience en robe est quelque chose d'important, sans forcément apparaître dans la procédure. Je pense que c'est quelque chose d'important pour marquer le soutien, tout simplement, sans bien évidemment provoquer un incident d'audience qui serait fâcheux, bien évidemment. Donc, effectivement, et si besoin il y a, je n'hésiterai pas à vous faire remonter cela, parce que j'ai aussi là la casquette d'élu local du 13e arrondissement, donc effectivement, faire remonter ça aussi dans les conseils d'arrondissement, au conseil de Paris, donc, tout simplement. Je vais céder la parole à un confrère. Très bien. Je vais peut-être passer la parole à Laetitia. À très bientôt. Alors, oui, j'allais dire que tout avait été dit, mais Sacha avait des questions. Donc, première question de Sacha, combien de parties civiles particuliers comptons-nous? Modalité de constitution. Alors, si je ne me trompe pas, on doit être autour de 6 parties civiles, donc hors association particulier. Donc, association, on doit être 5, je pense. 5 ou sinon, même 6 en fait. Ouais. Et partie civile particulier, il y en a 10 dans le dossier. Il y en a 10 dans le dossier. Et après, donc, oui.
Oui, oui, oui. Bah, oui, oui, oui. Mais pour ceux qu'on a contactés, je pense qu'on peut dire qu'il y en aura au moins 6 ou 7. Personnes physiques, oui, particuliers, personnes physiques, de manière quasi certaine, qui se portent en partie civile. Au niveau des statutaires de l'association, est-ce que c'est prévu depuis 5 ans? Est-ce qu'on ne risque pas d'être liquidé au tribunal? Ça sera Et donc, y a-t-il un protocole de plainte pour des cas futurs qui se dégagent de l'exemple d'aujourd'hui? Y a-t-il un protocole de plainte pour des cas futurs qui se dégagent de l'exemple d'aujourd'hui? Un modèle de plainte, tu veux dire un modèle de plainte sur le papier? Quelque chose de prêt à diffuser? Je veux dire que, est-ce que, vu qu'aujourd'hui, ça a été un succès, les plaintes qu'on a envoyées au procureur, est-ce qu'on pourrait expliquer aux auditeurs comment ils doivent faire s'ils sont confrontés à des messages racistes? Est-ce qu'on peut dégager un mode d'emploi pour les cas futurs? Okay. Est-ce que tu veux répondre? Oui, je te laisse répondre. Oui, alors, pour les, je dirais, je l'espère pas, mais les victimes futures, si je puis dire, comment il faut faire pour déposer plainte? Il y a, je dirais, par Internet, c'est relativement simple, puisqu'il y a le site Pharos qui signale, et c'est remonté maintenant directement au service du parquet spécialisé de lutte contre, je dirais, les appels à la haine en ligne. Donc le site Pharos, c'est plus simple à mon sens. Après, si vous êtes victime d'agression directe physique, il faut aller donc déposer plainte au commissariat de votre domicile. C'est également très simple en théorie, mais en pratique, ça peut être fastidieux, puisqu'on peut être amené, je dirais, à attendre de nombreuses minutes. Et la troisième solution, c'est donc troisième et quatrième, de déposer plainte auprès du procureur de la République, donc du lieu de notre habitation, soit en se présentant physiquement avec 2 exemplaires de dépôt de plainte, un exemplaire déposé au tribunal et un autre qu'on garde pour dire qu'on a déposé plainte, ou d'envoyer, je dirais, par recommander un dépôt de plainte pareil auprès du procureur de la République. Donc, pour faire la parenthèse, enfin le pont entre quel est le mieux, est-ce qu'il faut déposer plainte au commissariat, est-ce qu'il faut le faire directement auprès du procureur de la République? À mon sens, dans la mesure du possible, même si beaucoup de policiers vous diront le contraire, je pense qu'il est préférable de déposer plainte directement auprès du procureur de la République. Pour une simple raison, c'est que ce procureur, ce délégué du procureur, va automatiquement dispatcher votre plainte auprès du commissariat du lieu de votre habitation qui diligentera une enquête. Les services de police vous diront non, il est préférable que vous déposiez plainte directement parce que de toute façon, votre courrier auprès du procureur, il va revenir chez nous et donc vous allez perdre du temps. Sauf qu'en tant que praticien, lorsqu'une victime se présente, enfin ça a beaucoup changé depuis, directement au commissariat, il arrive malheureusement encore aujourd'hui trop souvent que leurs plaintes ne sont pas prises en compte, faute d'interprète peut-être, faute de précision, parce que le droit c'est quand même assez complexe, de viser les bons textes. Donc, d'où, je dirais, l'utilité du plateforme qui serait créée pour que vous ayez déjà une première approche sur le terme juridique qui sera en adéquation, je dirais, avec votre situation et la bonne démarche à suivre.
Très bien. Bon, ben, voilà pour le protocole, le modèle à suivre pour porter plainte. Tu veux ajouter quelque chose, Sacha? Oui, pour que ce soit vraiment très très clair pour un particulier, voilà, qui voudrait porter plainte. Donc, pour résumer, le meilleur moyen en pratique, c'est le procureur de la République. Et à qui peut-on s'adresser pour avoir ce modèle ou pour être conseillé pour justement bien formuler la plainte? Est-ce qu'ils peuvent le faire eux-mêmes ou est-ce qu'il faut passer par une association ou par une aide juridique? Quels sont les recours disponibles? Est-ce qu'il n'y en a pas ou est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est un service gratuit? Bon, pour répondre à Sacha, du côté ad hoc, j'en parlerai tout à l'heure, mais je crois qu'il y a un partenariat, des avocats qui pourront être référencés sur le site de la JCF. Moi, à titre personnel, je m'engage, je dirais, à voir pour les personnes qui me contactent donc par le biais de cette plateforme, et on en discutera tout à l'heure auprès de la DOC, est-ce qu'une première approche pour orienter les clients sur la bonne pratique, les bons termes, soit, je dirais, faite de façon gratuite. Après, si on veut plus rentrer dans le détail, je dirais c'est à chaque avocat de s'entendre avec justiciable par rapport à chaque dossier, et chaque dossier est, je dirais, particulier. On ne peut pas, je dirais, faire un modèle de plainte de façon universelle, puisque chaque cas est particulier, mais on peut les orienter vers la bonne juridiction, les confrères qui traitent du dossier, les associations qui peuvent soutenir, comme la JCF et d'autres associations, voilà, pour qu'une première approche, je dirais, sans faire d'erreur dès le premier pas. Et ça me semble important, parce que si déjà, dans l'introduction du dossier, on se trompe entre parenthèses, après, c'est extrêmement difficile de remettre le dossier sur le bon chemin. Oui, c'est vrai que, bon, Sacha, je pense que on a donné les principaux éléments. Et de toute façon, toutes les questions que tu soulèves, on espère effectivement que la plateforme pourra les résoudre. Alors, parmi nous, on a des journalistes, si je ne me trompe pas, qui ont demandé à assister à cette réunion. Est-ce que par hasard, vous auriez des questions, besoin d'éléments? Oui. Comment? Non, bah, je ne sais pas. En fait, moi, je vois que Liliane. Après, je ne connais pas. Ah. Ouais. 你好，黄先生，黄光杰先生，你有什么问题吗？要不要提问？我们还有时间呢。我没有什么问题，好，反正大部分都听不懂，主要是那个话筒也不好，声音呼啦呼啦呼啦的，光听着是哧啦哧啦的声音，也听不懂说的是。没关系，我们都记录了，黄记者，我们到时候帮您那个翻译一下。好，太好了，谢谢。好的。Oui. Je sais qu'on a monsieur Liv qui est sociologue également, qui est présent parmi nous. Si vous avez des questions, parce que vous avez dit que vous commencez à vous repencher sur
ces questions auxquelles vous vous êtes intéressé il y a plusieurs années. Est-ce qu'on me voit ou on m'entend? Alors, on vous entend. On ne vous voit pas, mais on vous entend. Bon, c'est pas grave si je ne me vois pas. C'est pas grave. D'abord, merci pour cette réunion, parce qu'au début, lorsque j'ai demandé à participer à cette réunion, ce n'était pas en tant qu'acteur, mais comme observateur. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc, merci pour cette réunion. J'ai une question à tout le monde, mais plus particulièrement à Maître Lam. Je pense que beaucoup d'entre nous ont lu l'article du Monde qui est paru il y a 2 jours sur cette affaire. Et donc, l'article du Monde présente les jeunes comme, bien sûr, des étudiants. Ils ont fait un peu leur profil. Ils sont tous dans des écoles d'ingénieurs. Certains font du droit. D'autres sont... je ne me rappelle plus très bien ce qu'ils faisaient comme études, mais on les présente un peu et on leur demandé leur avis pour les raisons, pourquoi ils ont tweeté, ils ont retweeté ces appels à l'agression. Et donc, ma question est de dire que est-ce que au procès du 24 mars, est-ce que cet article peut-on peut-être présumer ou prédire ou prévoir une atténuation du verdict, hein, pour aller vite, du fait que ce que Maître Lam disait, qu'on ne prenait pas très bien en considération dans le passé jusqu'à ces 2 dernières années, les plaintes, voilà, hein, de la part des Chinois ou des Asiatiques. Est-ce qu'on peut prévoir ou prédire ou présumer un peu la suite du verdict? Bon, alors oui, j'ai aussi pris connaissance donc de cet article du Monde qui s'est attardé sur le profil, je dirais, des 5 prévenus qui pourront répondre de leur acte donc le 24 mars. Est-ce que, selon moi, ça va influer sur la décision qui sera rendue le 24 mars? Je ne le pense pas. C'est un article qui est assez neutre. Même si le tribunal en a connaissance, je ne pense pas que ça va atténuer ou alourdir leur peine. Par contre, vous avez raison, donc sans trahir ce qu'il y a dans la procédure, puisque c'est déjà dans le monde, moi, le profil des prévenus m'interpelle, parce que je m'attendais à ce qui est dans ce dossier, des jeunes qui ne sont pas insérés, qui sont mal dans leur peau, et on a tous des jeunes qui n'ont pas de casier judiciaire, qui sont étudiants, qui sont insérés. Je crois qu'il y en a même un qui fait Sciences Po, un autre qui veut être commissaire et juge d'instruction. Donc, je pense qu'on aura un débat, je dirais, intéressant, puisque c'est une chambre spécialisée en matière de la presse qui sera amenée à connaître ce dossier. Normalement, je l'espère, qu'il laisse du temps autant bien aux parties civiles qu'aux prévenus pour s'exprimer. Donc, je ne préjuge de rien. Et d'une façon générale, je pense que les confrères qui sont aujourd'hui avec mon analyse, il n'est pas, je dirais, de l'intérêt des associations ou des confrères, avant une audience, d'essayer, par le biais de la presse, d'influer en quelque manière que ce soit
sur la décision qui sera rendue donc, le 24 mars, sauf si l'affaire est bien évidemment renvoyée à l'audience supérieure. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, très bien. Merci. Merci beaucoup. D'accord, merci. Je ne sais pas si vous avez une autre question, Monsieur Livre, ou... Bon, je pense que... Non, j'ai une question, c'est quels sont les... Enfin, ça c'est pour plus tard, hein, c'est des actions peut-être à très long terme, mais bon, ce n'est pas l'objet de la réunion d'aujourd'hui. Des actions... Voilà. On en reparlera alors. On en reparlera. Très bien. Bon, écoutez, alors, avant qu'il y ait encore d'autres questions, je pense qu'on va s'arrêter là. On a rempli une bonne, presque 1h30. Et voilà, on espère en tout cas que tout a été clair. Et donc, on va s'arrêter là, je pense. Oui, il n'y a plus rien à... Très bien. Écoutez, merci à tous d'avoir participé à cette réunion. Et on se retrouve très vite, hein, de toute façon, comme on l'a dit, mercredi 24 à 13h devant le tribunal. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.